qu'en développant cette parenthèse, j'ai mg fois g terre fois z si plus 1, je vous rappelle que le signe moins est passé de l'autre côté, donc j'ai bien un plus, moins, le moins de la parenthèse, mg fois g terre fois z si moins 1. Chacune de ces deux expressions peut être remplacée plus simplement par une énergie. Cette énergie est associée directement à l'altitude de l'objet. Première énergie, altitude. Deuxième énergie, altitude. Cette énergie qui ne dépend que de l'altitude s'appelle l'énergie potentielle de pesanteur. ZGI, altitude d'un système physique GI. Cette grandeur est exprimée en mètres, abrégé mètres. Vous soulignez en rouge ZGI, altitude en mètres. EPPGI, énergie potentielle de pesanteur au voisinage de la Terre d'un système physique GI. Cette grandeur est exprimée en joules, abrégé J. Vous soulignez en rouge EPPGI, énergie potentielle de pesanteur, et vous retenez que c'est en joules. Il faut 3 conditions pour pouvoir appliquer la formule de l'énergie potentielle de pesanteur. 3 conditions qui sont apparues au cours de nos études précédentes sur les 2 exemples menés. Si et seulement si le système physique GI est, premièrement, indéformable. Deuxièmement, dans un champ de pesanteur uniforme, c'est-à-dire que la valeur de la pesanteur sur Terre n'est absolument pas variable, ni d'ailleurs sa direction, ni son sens, etc., mais en particulier sa valeur, donc dans un champ de pesanteur uniforme. Et que l'on a muni le schéma d'un repère orthonormé avec un axe vertical orienté vers le haut, donc vous soulignez en rouge indéformable, champ de pesanteur uniforme et axe vertical orienté vers le haut, repère orthonormé, alors la formule de l'énergie potentielle de pesanteur pour un point GI est égale à la masse de ce système physique GI multiplié par la pesanteur au voisinage de la Terre G terre multiplié par l'altitude du point GI ZGI. Au niveau des unités, vous avez l'énergie potentielle de pesanteur qui est en joules, vous avez une masse qui est en kilogrammes, vous avez G terre qui est en newton par kilogramme ou alors mètre seconde moins 2, et vous avez pour finir l'altitude qui est en mètres, ce qui vous permet de trouver une équivalence d'unité entre l'énergie et les kilogrammes, ainsi que les newtons et les mètres, ou alors entre les joules, unité d'énergie, et les kilogrammes, mètres seconde moins 2, et mètres. Remarque, cette forme d'énergie est qualifiée de potentielle car c'est l'énergie que peut possiblement libérer un système physique s'il lui permet de quitter son altitude d'origine pour une altitude inférieure. L'exemple type, c'est vous avez un livre sur une étagère, ou n'importe quel objet d'ailleurs, on va prendre un livre, vous avez un livre sur une étagère, celui-ci ne tombe pas, il a donc une énergie qu'il contient, mais qu'il ne libère pas, qu'il ne manifeste pas. Si par mégarde ou par erreur, ce livre se met à tomber, ou cet objet se met à tomber, il libère alors l'énergie qu'il possédait en son sein initialement. Cette énergie qui pouvait potentiellement être libérée est alors effectivement libérée car on lui a permis de quitter l'altitude qu'il avait au départ assez élevée pour une altitude plus faible en état final. L'origine du repère orthonormé est normalement positionnée à l'altitude minimale accessible au système physique. C'est-à-dire qu'on va toujours prendre, de préférence, l'origine du repère comme étant le point le plus bas que peut atteindre le système physique. Dans l'exemple oral que je viens de prendre, dans le livre, son origine pour le repère orthonormé avec un axe fléché vertical vers le haut serait évidemment située au niveau du sol, puisque le livre ne peut pas descendre plus bas que le niveau du sol. Cela permet d'avoir pour une altitude ZG égale 0 m une énergie potentielle de pesanteur du point GI qui est égale à 0 joule. Le système physique ne possède pas d'énergie potentielle de pesanteur à l'altitude de 0 m puisqu'il ne peut pas la quitter pour une altitude inférieure puisqu'il a atteint le niveau le plus bas qui lui est accessible. J'attire votre attention sur le fait qu'il faut bien préciser à chaque fois que vous prononcez l'expression énergie potentielle qu'il s'agit bien de celle de pesanteur. Il existe en physique d'autres formes d'énergie potentielle et pour être bien sûr de parler de la bonne énergie potentielle, il faut donc faire cette précision. Toute force conservative extérieure est une force à laquelle peut être associée une énergie potentielle sur le même modèle que ce que l'on vient de faire, c'est-à-dire qu'on calcule son travail et à partir de l'expression de son travail, on peut trouver une énergie potentielle, qui n'est évidemment pas de pesanteur quand il s'agit d'une autre force que le poids. Ainsi, la force de rappel d'un ressort, que l'on appelle aussi force élastique, la force électrostatique, sont des forces conservatives.
Il existe en effet une énergie potentielle élastique, une énergie potentielle électrique. Cela appuie ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il y a plein de formes d'énergie potentielle et il faut donc à chaque fois préciser de laquelle on parle. Le travail d'une force conservative extérieure ne dépend pas de la trajectoire suivie par le système physique GI entre GI plus 1 et GI moins 1, mais dépend exclusivement de la position de GI moins 1 et celle de GI plus 1. Si je reviens sur l'exemple du snowboarder, je vois que dans les deux cas de figure, j'ai une trajectoire qui est totalement différente entre le point de départ et le point d'arrivée. Ici, c'est en ligne droite, donc je suis parfaitement le segment qui va de S0 à S7, et on a vu finalement que le travail du poids ne dépendait que de l'altitude d'arrivée et de l'altitude de départ. Pour la deuxième situation, lorsque je trace le segment qui va de S0 à S9, le système physique n'a absolument pas suivi ce segment, il a suivi un arc de parabole qui est au-dessus de ce segment. Néanmoins, le travail du poids, bien que le système physique ait suivi une trajectoire totalement différente du segment S0-S9, ne dépend que de l'altitude du point S0 et de l'altitude du point S9. Par conséquent, le travail du poids est bien totalement indépendant du trajet suivi par le système physique entre ces deux points, et c'est la condition sine qua non pour avoir ce que l'on appelle une force conservative. Remarque, seule l'énergie potentielle de pesanteur est au programme de première spécialité. Nous avons donc vu l'intégralité du programme de spécialité pour ce qui est de l'énergie potentielle de pesanteur. Petit 3, force non conservative extérieure. Puisqu'il existe des forces conservatives extérieures, il existe également des forces non conservatives extérieures. Toute force non conservative extérieure est une force à laquelle ne peut pas être associée une énergie potentielle. Ainsi, les forces de frottement, les forces pressantes, la force de tension d'un fil, la force de traction d'un téléski sont des forces non conservatives. Le travail d'une force non conservative extérieure dépend de la trajectoire suivie par le système physique GI entre GI-1 et GI+1. Donc retenez bien cette idée maîtresse qui permet de faire la différence entre les forces conservatives et les forces non conservatives. Une force conservative peut être associée à une énergie potentielle, et le travail de cette force ne dépend pas de la trajectoire suivie par le système physique entre le point de départ et le point d'arrivée. Tout à l'opposé, une force non conservative ne peut pas être associée à une énergie potentielle, et le travail d'une force non conservative dépend du chemin suivi. Si je reprends l'exemple du snowboarder, il est évident que les frottements vont travailler plus ou moins selon la distance parcourue par le snowboard. Plus le snowboard et le snowboarder vont essayer de parcourir de distance, plus le snowboard va frotter sur le support. Quelques caractéristiques des frottements solides ou fluides qui sont par excellence une force non conservative. Je vous rappelle donc le nom, force de frottement solide ou force de frottement fluide. Le point d'application, c'est le milieu de la surface de contact entre le système physique et ce qui cause les frottements, donc le support solide ou le fluide avec lequel il est en contact. La direction est toujours tangente à la trajectoire. Le sens est opposé au mouvement, ce qui provoque qu'un angle alpha vaut toujours 180 degrés. L'angle alpha pour exprimer le travail de la force. Et enfin, une norme qui est notée, bien sûr, par la notation traditionnelle des normes de force. On obtient donc un travail des forces de frottement solides ou fluides, qui est toujours égal au produit scalaire de la force, j'ai mis un point d'interrogation pour laisser la place à la fois au solide ou au fluide, multiplié scalairement par le vecteur GI-1, GI+1, ce qui me donne dans le cas présent la norme de la force multipliée par la norme du vecteur déplacement multipliée par le cosinus de l'angle alpha. On vient de voir que l'angle alpha valait toujours 180 degrés, donc le travail est nécessairement le produit de deux normes positives avec un signe moins devant, c'est-à-dire une valeur négative. Le travail d'une force non conservative, sur l'exemple des forces de frottement, solide ou fluide, est un travail résistant. Grand 3, on en arrive à la fin de ce chapitre de physique numéro 9, et cette fin porte sur la notion d'énergie mécanique et de la possibilité que cette énergie mécanique se conserve ou ne se conserve pas. Le lien évident que l'on peut faire avec la partie précédente, c'est qu'il y a des forces conservatives et des forces non conservatives. Il va donc forcément y avoir un cas de figure avec des forces d'un certain type qui vont conduire à la conservation d'énergie mécanique, et un autre cas de figure avec des forces non conservatives qui vont conduire à la non-conservation d'énergie mécanique. C'est là le lien qu'on peut faire entre toutes les parties de ce chapitre. Petit 1, énergie mécanique.
Vous soulignez en rouge que EMGI est l'énergie mécanique d'un système physique et qu'elle est